La mondialisation et les impératifs de développement et de performance placent les États et les entreprises face à des défis multiples. Recherche de compétitivité globale, renforcement du tissu productif national, développement des petites et moyennes entreprises, création de richesses et d'emplois, réglementation des secteurs économiques. Pour donc apporter un éclairage sur ces grands enjeux nationaux et bien sûr internationaux, Seydou Souley reçoit dans le Café économique des intellectuels, des patrons d'entreprises et hommes d'affaires avertis, des personnalités politiques et acteurs de la société civile. Rendez-vous donc chaque semaine, tous les vendredis, de 22h15 à 23h15 sur Dunia TV pour votre Café économique. Le Café économique avec Seydou Souley, votre émission pour comprendre mieux le monde de l'économie et des affaires. Les clichés liés au genre de métier à exercer par l'homme ou la femme de plus en plus oubliés, voire abandonnés par la jeune génération, des stéréotypes qui obligent beaucoup à renoncer à des métiers de leurs rêves. Les boutiques de prêt-à-porter poussent comme des champignons de la capitale Niamey, une activité lucrative certes pour ceux qui la pratiquent, mais qui n'est pas sans conséquence sur les revenus de couturiers. Vous êtes sur la toute première chaîne de télévision H24 du Niger. Vous faites bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Au cabinet du président de la République, les forces de défense et de sécurité ont donc présenté ce matin, cet après-midi, autant pour moi, leur vœu au président de la République, chef de l'État, à l'occasion du Nouvel An. À ce sujet, justement, je propose d'écouter le chef d'état-major des armées, le général de division Seyni Garba, interrogé par Issa Mustafa. Vous savez, il est de tradition à chaque année, en chaque début d'année, que les délégations des forces de défense et de sécurité viennent présenter les vœux de Nouvel An à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées. C'est dans ce cadre que nous nous trouvons cet après-midi ici au Palais de la Présidence pour présenter les vœux au Président de la République. Ces vœux que nous voulons pour tout le monde, nous avons souhaité pour le Niger et pour les populations du Niger la paix, la tranquillité, la sécurité et aussi la prospérité. Le Président de la République nous a rassurés que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour mettre les forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions pour remplir leur mission. Un mot de politique à présent. Le président fraîchement élu du PNDS, Tareya Bazoum Mohamed, se trouve depuis hier à Zender où ce dernier a animé ce matin un point de presse relatif à la vie du parti. Bazoum Mohamed est également revenu sur certains sujets politiques et économiques du pays lors de ce point de presse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de demain. Au moment où la guerre civile fait rage en Centrafrique et que les pays continuent, et que des pays, autant pour moi, continuent donc les rapatriements de leurs ressortissants, qu'en est-il de la situation des Nigériens dans ce pays? Selon donc le Forum pour une diaspora responsable, le ministère des Affaires étrangères a envoyé une importante délégation sur place en Centrafrique pour établir un pont aérien et acheminer les Nigériens au Bercail. Il dit Maman Siraji. Depuis l'insurrection et la prise du pouvoir en Centrafrique par les rebelles de la Séléka, la situation sécuritaire s'est dégradée.
Pour résorber les problèmes, la France a initié une opération appelée Sangaris, une force militaire de 2000 hommes qui travaille avec la mission de l'ONU pour le maintien de la paix et de la sécurité. Mais voilà, depuis, la situation n'a fait que se dégrader avec notamment un conflit ethno-religieux qui fait chaque jour des victimes. Pour sécuriser leurs ressortissants, plusieurs pays africains rapatrient leurs ressortissants. C'est le cas du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et bien d'autres pays. Pour ce qui est des ressortissants nigériens, qu'en est-il? Par rapport à ce qui se passe en Centrafrique, c'est toujours le statu quo. En ce sens que les autorités, via le ministère des Affaires étrangères, ont envoyé en fait des émissaires pour d'abord sécuriser nos citoyens qui sont là-bas. Et ils sont en train de créer en fait un point aérien pour pouvoir les acheminer. Sauf que jusque-là, il n'y a toujours rien qui se passe, il n'y a toujours rien qui se fait. Et là, c'est vraiment dangereux. Et nous, on est en train de tirer sur la sonnette d'alarme. Il est bien vrai que le président en fait, centrafricain a appelé au calme, mais ce n'est pas pour autant que les esprits vont cesser de se chauffer. Le mieux, c'est qu'il y a mieux à faire, c'est de faire à l'image du Tchad. Il vient de rapatrier 4000 de leurs. Et vraiment, il faut mobiliser vraiment pour que nos citoyens qui sont là-bas puissent être rapatriés chez nous. Nous, tant qu'on ne voit pas nos compatriotes ici, on ne peut pas dire que c'est bien. Et ça ne va pas, parce que jusqu'à présent, l'avion n'est pas parti. Il faut vraiment déployer tous les moyens. Ça doit être un mouvement à l'échelle nationale aujourd'hui. C'est des Nigériens qui sont de l'autre côté, qui sont menacés. Et ça doit faire vraiment une cause commune. On ne peut pas avoir le nombre exact de Nigériens parce que de nature, nous autres, nous sommes aussi têtus. Ce n'est pas tout le monde qui part s'inscrire dans les chancelleries. Ce n'est pas tout le monde qui adhère aux associations. Mais on sait qu'il y a un nombre très important. Et même ça, il y a un travail qui est en train d'être fait pour avoir un nombre exact. Et dans les plus brefs délais, on aura ce nombre-là. En dehors de la Centrafrique, les ressortissants nigériens vivant au Congo-Brazzaville vivent également un calvaire. Il s'agit pour ces derniers d'un problème relatif à la carte de séjour. Au Congo-Brazzaville, en fait, il y a des Nigériens qui nous ont contactés, à Pointe-Noire plus précisément, qui ont un problème de titre de séjour et qui sont même menacés d'être expulsés à partir du 1er janvier. Donc il y a 4 jours de cela, nous, quand ils nous avaient contactés, ils nous avaient exposé le problème, on est parti rencontrer en fait le ministère des Affaires étrangères, qui est le ministère de tutelle, ce qui est logique, ce qui est normal, pour essayer de rentrer en contact avec le consulat là-bas pour savoir ce qui se passe. Parce qu'eux nous avaient fait savoir qu'ils ont fait une délégation, ils ont cotisé, c'est une histoire de 140 000 francs par personne pour avoir un titre de séjour annuel. Ils ont fait une délégation, ils sont partis donner l'argent au consulat pour que le consulat puisse les aider à faire les démarches pour bénéficier de ce titre de séjour-là. Ils se sont retrouvés avec leur argent qu'on leur a remis sans titre de séjour. Quoi qu'il en soit, les autorités ont le devoir de rapatrier nos compatriotes pris au piège de cette guerre fratricide. Cependant, pour que la tâche soit facilitée, les ressortissants nigériens vivant à l'étranger ont eux aussi le devoir de se faire enregistrer et de respecter la règle en la matière. Et puis retenez justement à ce sujet que le premier contingent dans le cadre de ce rapatriement des Nigériens vivant en Centrafrique est attendu ce soir même. Et une de nos équipes se trouve déjà à l'aéroport de Niamey pour y assister à l'arrivée de ce contingent. Nous y reviendrons également plus en détail dans nos prochaines éditions, notamment celle de demain. Autre aspect de ce journal, l'ONG ASEC Mungane a officiellement réceptionné son nouveau siège à Zender. C'était mardi dernier à la suite des assises de sa dernière assemblée générale au titre de l'année 2013. Moussa Adamou Garba. L'ONG ASEC Mungane a désormais son propre siège à Zender. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce mardi dernier. C'était en présence des maires, des partenaires financiers et plusieurs autres invités. C'est l'occasion également pour l'ONG ASEC Mungane de tenir solennellement sa dernière assemblée générale au titre de l'année 2013. Il faut préciser que l'ONG ASEC Mungane appuie le secteur de l'éducation dans les communautés, ce à travers la construction de classes ou la dotation en fournitures scolaires. Avec comme principal partenaire financier Oxfam, l'ONG a exécuté plusieurs projets de développement dans le secteur éducatif de la région de Zender. Et je peux dire que, sans pour autant nous jeter de fleurs, que nous sommes satisfaits de ce qui a été fait. Et aussi, tous les partenaires, en tout cas tous nos partenaires qui ont
placé leur confiance, qui ont mis leur confiance, qui ont placé leur argent, leurs fonds au niveau de ASEC Mungani pour l'exécution de ce projet qui nous ont visités au cours de l'année 2013 sont repartis satisfaits de ce qu'ils ont vu et je pense que c'est ça l'essentiel. Et les perspectives? Et les perspectives pour 2014, comme vous l'avez vu dans la salle, nous avons fait une projection d'une mobilisation de 92 105 888 à travers des projets que nous avons déjà déposés au niveau des partenaires. Et nous pensons que les 4 projets que vous avez suivis avec nous dans la salle vont continuer en 2014. Et il y a d'autres projets que nous avons déposés. Bon, comme ce sont des projets qui ne sont pas encore accordés, on ne s'est pas permis d'avancer sur les chiffres, mais on vous dit que pour 2014, en tout cas, Mungani ambitionne de faire beaucoup de choses également dans ce domaine de l'éducation. Un des partenaires financiers présents à la cérémonie a vivement salué les différentes réalisations de l'ONG. Bon, nos rapports avec Mungani datent depuis 2005. C'est toujours le parrainage des enfants pauvres de Karakara. Et comment dirais-je, nous on assure le financement depuis l'Allemagne. Et ici l'exécution est faite par l'ONG ASEC Mungani. À notre entière satisfaction, comme je le constate. Oui. Les maires, en ce qui les concerne, ont tenu également à féliciter l'ONG ASEC Mungani pour ses différentes interventions dans le secteur éducatif. Pour l'année 2014, ASEC Mungani projette d'autres réalisations en injectant près de 100 millions de francs CFA. Toutes ces réalisations permettront sans nul doute une avancée significative du secteur éducatif de la région de Zander. Adamou Garba, et puis je le disais dans les titres, les clichés liés au genre de métier nous sont imposés parfois dès le plus jeune âge. Ces stéréotypes nous empêchent assez souvent d'exercer le métier de nos rêves. Mais aujourd'hui, les femmes font les métiers d'hommes et vice-versa. N'est-ce pas, Hima Saïbou? Auparavant, certaines activités sont exclusivement réservées aux femmes. Mais de nos jours, certains hommes s'adonnent et s'imposent d'ailleurs dans les activités exercées par les femmes. C'est le cas de la friture et de la vente du poisson de mer. C'est sans complexe que les hommes, pour la plupart venus du village, s'installent aux abords des routes pour vendre le poisson de mer. Une activité génératrice de revenus qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Les gens s'intéressent beaucoup à ces poissons car ils sont accessibles et c'est facile pour nous de les avoir sur le marché. Nous remercions le bon Dieu car nous arrivons à nous en sortir. Aujourd'hui, les barrières sociales et certains stéréotypes tombent. La mixité dans les métiers est de plus en plus valorisée. J'apprécie beaucoup ces poissons vendus par ces jeunes. C'est pour cela que chaque matin, je viens ici pour mon petit déjeuner. Et je ne vois aucun inconvénient que c'est des hommes qui vendent ces poissons. Comme on l'a dit, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sots gens. Dans tous les secteurs, qu'ils soient considérés comme masculins ou féminins, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Un autre reportage, l'on assiste de plus en plus ces derniers temps à une prolifération de boutiques de prêt-à-porter dans la ville de Niamey. Une activité lucrative qui permet à beaucoup de jeunes de la capitale de joindre les deux bouts et donc de rompre avec le chômage. Mais la prolifération des boutiques de prêt-à-porter a-t-elle un impact sur les revenus de couturiers? Élément de réponse dans ce reportage signé Seini Maikido Jibril. Depuis quelques années, la mode est à l'ouverture des boutiques de prêt-à-porter. Il y en a dans tous les coins de rue. Cela s'explique dans la plupart des cas par le manque d'emploi. Pour subvenir à leurs besoins, les jeunes se sont lancés dans la vente de prêt-à-porter, une activité qui nourrit bien son nom. On a ouvert cette boutique de prêt-à-porter depuis 2005. En ce moment, il n'y avait pas plein de prêt-à-porter ici à Niamey. Et on a jugé utile vraiment de mettre les jeunes à la mode. On ne se plaint pas quand même, on disait vraiment Alhamdulillah, Dieu merci, puisqu'on arrive à subvenir à nos besoins et à faire vraiment
est l'essentiel dedans quand même. Désormais, prêt-à-porter ne rime plus avec luxe. Les boutiques pullulent dans la capitale, mais le capital pour ouvrir une boutique de prêt-à-porter est-il à la portée de tous? Au début de ce temps-là même, et en début de l'ouverture de cette boutique, avant là, c'était même pas une boutique. C'était vraiment semi-boutique, on va dire. C'est par le temps, par la suite, on a eu l'idée, petit à petit, c'est devenu une boutique prêt-à-porter entière. Dans le temps, pour s'appuyer pour un événement quelconque, on se dirigeait vers un couturier. Mais aujourd'hui, avec la prolifération des boutiques de prêt-à-porter, nombreuses sont les personnes qui ne se rendent plus chez le couturier. Les boutiques de prêt-à-porter sont-elles un sérieux concurrent pour les couturiers? Bon, en ce qui nous concerne, nous, ça ne nous crée pas de problèmes. Ça ne nous gêne pas aussi. Parce que malgré que maintenant les boutiques sont nombreuses, ici à Niamey surtout. Pas tellement, hein, parce que le prêt-à-porter, déjà des femmes qui mettent ça au Niger, ça ne dépasse pas 15 ans à 35 ans. Donc alors que nous, ça ne touche pas. Nous, les gens qui courent avec nous, c'est dans les âges de 35 ans, 40 ans, 50 ans comme ça. Là. Donc vraiment, ça ne touche pas notre métier. Vraiment, ça marche très bien notre métier, sauf ici, il n'y a pas l'argent vraiment. Mais sinon aussi, il y a l'argent au Niger, nous, vraiment, il n'y a rien qui nous touche. Bon, on gagne ça vraiment, Dieu merci. Je contribue même au développement des couturiers, puisqu'il y avait des clients quand ils prennent des chemises qui sont vraiment un peu la taille un peu grand pour eux. Donc je prends les chemises, j'aille chez les couturiers, on les prend les mesures, on fait la taille centrée pour les clients. Donc je pourrais dire qu'il n'y a pas une concurrence entre nous. La vente de prêt-à-porter n'influe donc pas sur les revenus des couturiers. En fonction de la clientèle, chacun trouve son compte. Chacun exerce son activité pour assurer son quotidien. Sur un tout autre plan, le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey a réceptionné un bâtiment destiné au département d'art et d'archéologie de l'Institut de recherche en sciences humaines. C'était ce matin. Financé par la coopération espagnole, ce joyau permettra d'améliorer les conditions de travail des agents de l'URSS, nous dira notre reporter Mariama Soumana. Financé à hauteur de 100 millions de francs CFA par le Royaume de l'Espagne à travers l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, ce bâtiment flambant neuf est gracieusement offert à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette infrastructure abritera désormais le fonds archéologique de l'Institut de recherche en sciences humaines et le bureau du département d'art et d'archéologie. Une réalisation qui témoigne de l'exemplarité de la coopération qui existe entre le Niger et le Royaume d'Espagne. Bien que cette cérémonie nous permet de faire visible les liens d'amitié existants entre l'Espagne et le Niger à travers la donation faite par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, il me semble juste de souligner aussi l'engagement économique de l'université Abdou Moumouni de Niamey dans la mise en œuvre de ces travaux et sa finalisation, car le tout n'est pas le continent mais aussi le contenu. De ce fait, Monsieur le Recteur, ayant trouvé en vous un partenaire solide et de confiance, je suis persuadé que l'Espagne n'aura pas à craindre la durabilité de cet investissement, qui devra se suivre avec la mise en place de l'équipement nécessaire et le transfert du plus important fonds matériel du patrimoine culturel nigérien sur les campus de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Occasion saisie par le recteur de l'université Abdou Moumouni pour rappeler les actions salutaires réalisées par la coopération espagnole au profit de l'enseignement supérieur et de la recherche. De 2009 à 2012, le cadre d'un projet de coopération entre l'université de Niamey et de Cordoue, financé par l'Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement, ce sont environ plus de 70 millions de francs CFA qui ont été généreusement mis à la disposition de notre institution. Ce montant avait alors permis d'équiper les laboratoires d'électronique et d'informatique de la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey et de l'Institut universitaire de technologie de Maradi en matériel informatique, électronique et électrique de pointe. À cela, il faut ajouter du matériel performant d'automatique
de recherche et électrique que nos partenaires espagnols ont bien voulu nous fournir. Dans le même ordre d'idée, 3 enseignants-chercheurs nigériens avaient bénéficié d'un stage de formation aux pratiques d'électronique, de l'électrotechnique et de l'automatique à l'université de Cordoue. Très ému par ce geste, le directeur de l'Institut de recherche en sciences humaines a exprimé sa gratitude à l'endroit de la coopération espagnole. Le but de mon intervention n'est point de prononcer un discours long, mais d'exprimer tout simplement, au nom du personnel de l'IRCH, notre joie et notre reconnaissance à l'endroit de la coopération espagnole qui a bien voulu, encore une fois, financer ce joyau qui marque incontestablement un grand pas dans le processus de délocalisation de notre institut sur le domaine universitaire de la rive droite et d'offrir ainsi un service de proximité aux membres de la communauté universitaire. L'année 2014 démarre donc bien pour nous et je ne saurais finir sans vous présenter, au nom du personnel de l'IRCH, mes meilleurs vœux à tous pour cette année 2014. S'en est suivi une visite guidée des différents bureaux et laboratoires. Cette nouvelle réserve du département d'art et d'archéologie de l'IRCH permettra l'amélioration des conditions de travail des agents du DARA. À la découverte de la radio communautaire de Doumega, une radio créée en septembre 2000 et qui joue un rôle central dans le développement de la dite commune. Et malheureusement aujourd'hui, cette radio n'est que l'ombre d'elle-même. Et pour ainsi mieux la découvrir, suivons ce reportage de Idi Maman Siraji et Jamilou Oumourou. Créée au début des années 2000, la radio communautaire Runkundum de Doumega fait partie de toute première radio communautaire du Niger. Elle couvre, selon son directeur, un rayon de près de 50 km et arrose tous les villages environnants de la commune rurale de Doumega. La radio Runkundum fait la fierté des habitants de Doumega qui se l'ont appropriée tant elle diffuse des programmes axés essentiellement sur le développement de la communauté. Malheureusement, aujourd'hui, cette radio n'est que l'ombre d'elle-même. Les rayons, on a à peu près 45 km, 30 km, compte tenu de la baisse des émetteurs, quoi. Le matin, on démarre à 8h, 10h. Et de 13h à 15h30. Et le soir aussi, c'est de 18h à 21h. On diffuse la voix de l'OTBL, et on diffuse RFI, on diffuse Voix du Sahel. Et ensuite, nous-mêmes, on fait nos activités comme chronique rurale et sanitaire, et avec des débats aussi. On a des émissions éducatives, justement. Oui, oui. Et puisqu'on fait des, comme je vous ai dit, on fait des débats sur l'escolarisation des jeunes filles à l'école. Comme vous voyez vous-même, les matériels vraiment sont très faibles. Vraiment, et on lance des appels vraiment pour qu'on nous change au moins des matériels. Et les autorités ont ensuite dépensé à nous, quoi. Puisque les radios communautaires sont abandonnées. De tous les masses médias, la radio communautaire est incontestablement le meilleur outil de développement. C'est d'ailleurs peut-être ce qui explique leur multiplication au Niger. Plus de 200 radios communautaires. Mais si c'est pour se retrouver dans la même situation que la radio Runkundum, est-ce que celles-ci peuvent être réellement efficaces? Les dispositions donc sont à prendre. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et passé un très bon début de week-end en compagnie de programmes de la télévision Dunia. Au revoir.